Bienvenue à cette conférence sur le thème du biomimétisme, organisée dans le cadre de la Convention nationale du Lions Club. Je remercie la commission éthique et prospective pour cette invitation. Alors je suis Johan Verstraat, je suis membre du Lions Club de Lille-Wattignies en Hauts-de-France depuis presque 1 an et demi et je suis également directeur d'une école d'ingénieurs à Lille qui forme des ingénieurs généralistes. Je suis directeur de l'innovation pédagogique et j'enseigne l'innovation en classe prépa et l'innovation bio-inspirée en spécialité biotech et santé en cycle ingénieur, où les élèves vont travailler sur la robotique, sur tout ce qui est prothèse, orthèse, tout ce qui est aide à la personne. Et c'est à ce titre que je vous présente cette conférence sur le biomimétisme. Alors moi, mon dada, c'est l'impression 3D. Et c'est l'un des domaines qui m'a amené à m'intéresser au biomimétisme. Le biomimétisme concerne deux choses. Tout d'abord, le vivant. Alors, on le retrouve par cette première partie de ce mot qui provient de bios et qui veut dire vie. Et donc, voilà, qui concerne le vivant, donc notre monde avec son écosystème, ses êtres vivants. Et aussi les échanges qu'ils font entre eux. Et puis, mimésis, qui signifie imitation. Et là, c'est tout ce qu'on apprend en observant ce monde et en cherchant à le comprendre. L'intérêt pour le vivant, cela ne date pas d'hier, mais c'est Léonard de Vinci qui le premier a théorisé le biomimétisme par ses recherches et ses croquis. Alors lui, il disait déjà « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Alors on sait, Léonard de Vinci, c'est un visionnaire, c'est un naturaliste qui a une passion pour le vivant, c'est aussi un grand observateur des oiseaux. Et ces observations du vol des oiseaux vont lui inspirer l'ornithoptère, un appareil qui peut théoriquement permettre à un homme de voler. Alors plus récemment, le biomimétisme a connu un nouvel essor grâce à Janine Benyus, qui est une scientifique américaine, écologiste de formation. Elle est la cofondatrice de Biomimicry 3.8 pour 3,8 milliards d'années d'évolution du vivant. Alors cette organisation, elle a pour but de promouvoir le biomimétisme. Janine Benyus a enrichi la notion de biomimétisme de développement durable et d'écologie. Elle insiste sur les services écosystémiques comme seul sait le faire le vivant. Souvent, elle prend l'exemple de la permaculture, où différentes espèces se rendent des services. Pour elle, la nature, c'est un mentor et le vivant donne la mesure et le modèle à suivre. Elle a cofondé également le site Ask Nature qui réunit plus de 1500 stratégies du vivant pour soutenir les projets de bioinspiration. Ce site vous apprend par exemple que le vivant est doué pour concevoir des adhésifs qui sont biodégradables et par exemple qu'en milieu humide, le byssus de la moule peut être utilisé comme colle, pourquoi pas dans le domaine des prothèses en médecine. Dans la terminologie du biomimétisme, on parle beaucoup de bio-inspiration. La bio-inspiration est une démarche dans laquelle le vivant, par sa richesse en stratégie, vient donner de nouvelles idées aux ingénieurs et aux chercheurs. La nature nous fait ainsi profiter de ses 3,8 milliards d'années d'expertise en innovation. Prenons l'exemple du requin. Ce prédateur doit être agile pour saisir sa proie, tout en économisant son énergie. Il peut donc compter sur sa peau constituée de denticules dont la forme optimise l'écoulement de la première pellicule d'eau contre sa peau, évitant ainsi la formation de perturbations qui pourraient le ralentir. Ces denticules offrent également une protection contre les bactéries.
Cette structure a été reproduite synthétiquement et 2 entreprises l'ont commercialisée. La combinaison de nage Fast Skin de la marque Speedo utilise cette propriété et permet une augmentation des performances des nageurs, ce qui a causé des problèmes lors des JO de Sydney en l'an 2000. L'entreprise Charclet, quant à elle, a conçu un revêtement identique réduisant de 94% la propagation de bactéries, ce qui est utile dans la lutte contre les infections nosocomiales. La bioinspiration s'applique à tous les domaines. En aviation, par exemple, en 1974, Whitcomb, un ingénieur de la NASA, passionné de rapaces, a remarqué la courbure des rémiges primaires de ces oiseaux. Ces plumes recourbées permettent de réduire les perturbations en bout d'aile pour encore une fois économiser l'énergie en vol de ces prédateurs. D'abord appliquée à la navette spatiale américaine, on retrouve cette forme appelée winglet sur toutes les ailes des avions, ce qui leur permet une économie d'énergie de 3,5%. Il n'y a pas que les oiseaux qui nous inspirent. L'ours, par exemple, est un modèle de métabolisme optimisé et une source de recherche pour la médecine. Il hiberne pendant près de 3 mois en ne perdant que 20% de sa masse musculaire et il double son poids juste avant l'hibernation. On a découvert que son sérum permet d'inhiber la dégradation des protéines musculaires et qu'il régulait de façon optimale son métabolisme des lipides. Cela est tout à fait intéressant en médecine, pour les hospitalisations de longue durée par exemple, comme vu avec la Covid et le coma artificiel. C'est également intéressant pour lutter contre les effets néfastes de l'obésité. Car si un homme double son poids, il met sa vie en danger, ce qui n'est pas le cas pour l'ours. Agir dans le domaine de la vue fait partie intégrante de l'histoire du Lions Club International depuis sa création et nous connaissons tous l'histoire de la canne blanche. J'ai donc choisi de vous présenter des exemples de bioaspiration qui concernent la vision et les avancées dans ce domaine. Je vais donc vous présenter 2 projets sur l'œil artificiel et la vision artificielle, inspirés de l'œil de la mouche et de l'œil humain. Avant de vous présenter ces projets, je vous propose de revenir un instant sur la vision humaine. L'œil détecte la lumière réfléchie par l'environnement grâce aux cellules de la rétine. L'information qui arrive dans l'aire dédié à la vision, dans le cerveau, est fractionnée. Il y a les contours, le contraste et la couleur. Le cerveau ensuite effectue une interprétation globale à partir de ces différentes données. À la différence d'une caméra, le cerveau ne fait pas d'analyse image par image. Il traite les changements d'informations et donc il est plus efficace dans le traitement des données. L'analyse de mouvement ne résulte pas de l'analyse de déplacements successifs, mais de ses caractéristiques, telles la direction et la vitesse. Ce principe de détection du mouvement, plutôt que de l'analyse d'images détaillées entières, on le retrouve chez les mouches en plus développées. Avec des yeux recouverts de centaines de facettes jouant le rôle de récepteurs, elles sont les championnes pour distinguer les différences de contraste. Et pour déterminer les distances entre les objets, elles utilisent leur vitesse de défilement élevée, 200 images par seconde contre 24 pour l'humain. La société Prophétie a développé une technologie de vision imitant le fonctionnement de l'œil et du cerveau humain, à l'aide d'un capteur et d'un algorithme d'intelligence artificielle. Au lieu de prendre une série de photos à intervalles réguliers comme une caméra traditionnelle et de les analyser ensuite avec un algorithme de reconnaissance d'image, leur technologie se concentre comme l'œil sur les mouvements et leur vitesse en temps réel. Les pixels, capteurs du dispositif, fonctionnent indépendamment comme les cellules de la rétine. Chacun ne récupère de l'information que s'il y a un changement dans l'image. On capte donc de l'information pertinente
à plus grande fréquence en économisant de l'énergie et du stockage de données. Ce projet est une collaboration entre l'Institut de la Vision de l'Université de Pierre et Marie Curie et l'Australian Institute of Technology. Alors dans cet extrait vidéo, on peut voir la caméra Prophecy à l'œuvre avec la détection de mouvements. Et donc le personnage, c'est Lucas Vert, le cofondateur et le CEO de Prophecy. Le projet Curvace, quant à lui, concerne la fabrication d'un œil artificiel de 1,7 g et composé de 700 facettes équivalent à l'œil d'une mouche. Cette technologie est de la taille d'une pièce de 2 centimes d'euros et il aura fallu 20 années de recherche pour son développement. Et une collaboration entre plusieurs acteurs dont l'EPFL de Lausanne et l'Université d'Aix-Marseille. Ce dispositif, comme la caméra de Prophecy, sera utilisé d'abord en robotique, pour les véhicules autonomes, et pour l'automatisation industrielle. Ils serviront peut-être un jour à assister les personnes non-voyantes. C'est en tout cas un des objectifs du projet Curvace, porté par l'EPFL de Lausanne. Revenons au biomimétisme. Alors que la bio-inspiration permet le développement de nouveaux concepts issus du monde du vivant, le biomimétisme nous invite plutôt à imiter le vivant en appliquant les règles qui lui ont permis de subsister et de se renouveler au cours des derniers 3,8 milliards d'années. Pas si simple lorsque l'on a ignoré le vivant depuis si longtemps, et encore moins lorsque l'on a transformé à ce point notre environnement. Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit test de connaissance. Le quiz qui tue, vous allez voir, vous allez être surpris. Je vais vous montrer 2 planches avec 16 cases par planche. Sur chacune des planches, vous aurez 1 minute et vous devrez reconnaître ce que je vous propose. D'accord ? C'est parti, je vous propose une première planche avec 16 logos de marque, à vous de les reconnaître. C'est bon? Je suis sûr que vous êtes déjà à 12, 13, 14 ou même 15 ou 16 sur 16. C'est bon pour les marques? Ok. On va continuer avec une deuxième planche. Pareil, 16 cases. À vous de reconnaître ce qu'il y a dans les cases et de les nommer. C'est bon pour vous? C'est parti. Alors vous avez 4 feuilles. D'accord? Des oiseaux. Des poissons ou crustacés. Et des insectes. C'est moins facile, hein? Et encore là, on est quand même sur du classique. On pourrait faire beaucoup plus difficile. C'est marrant, je crois que vous avez besoin d'un peu plus de temps que pour les marques. C'est bon? Alors voilà, il est peut-être là le problème. La nature a quitté nos vies, d'autres choses en ont pris la place. Il faut qu'on se reconnecte au vivant et qu'on reconnaisse le vivant. Et ça nous aidera probablement, avec l'aide de la nature comme une alliée, en s'en inspirant, à trouver des solutions à nos enjeux d'aujourd'hui. À bientôt! Alors, quels sont les principes du vivant ? Alors tout d'abord, le vivant fonctionne à l'énergie solaire. C'est d'ailleurs le moteur de notre écosystème. Le vivant a opté pour une source d'énergie inépuisable, à la différence de l'homme et de son usage intensif des combustibles fossiles. Le vivant ne génère aucun déchet. Ce qui est produit par l'un devient toujours une ressource pour l'autre. Le vivant favorise et récompense la coopération.
Ce principe est à la base des écosystèmes où tout est basé sur les services rendus. Les grandes innovations du vivant sont dues à la symbiose. Par exemple, les bactéries et la digestion. On sait que le corps humain compte davantage de matière inhumaine que de matière humaine à cause de cette symbiose avec les bactéries. Le vivant utilise les ressources locales. On l'a vu avec la Covid, c'est utile en temps de pandémie. Le vivant utilise également une chimie verte avec de l'eau et à température faible. On trouve par exemple dans les fonds marins des éponges qui se fabriquent une structure luminescente en verre à basse température. Le vivant adapte la forme à la fonction. Les ailes des papillons leur servent à voler et à réguler leur température. Par exemple, les écailles des ailes du morpho, un papillon d'Amérique centrale, sont légères et résistantes pour le vol et constituées d'un matériau qui permet de réguler la température. Lorsque sa température augmente, le matériau émet des infrarouges afin d'évacuer l'excédent de chaleur. Le vivant favorise la diversité. Tout le vivant ne résulte que de la combinaison de 4 atomes, carbone, hydrogène, oxygène et azote. Le vivant puise sa créativité dans les limites qui lui sont imposées. À la différence de l'humain, qui utilise souvent sa créativité pour dépasser les limites imposées par sa condition, au détriment des ressources dont il dépend, le vivant s'adapte à un environnement dynamique là où l'humain tente d'exercer un contrôle impossible ou illusoire. Le vivant a d'autres principes bien connus, comme l'auto-organisation, la régénération ou la résilience. Dans la vidéo suivante, issue de la chaîne YouTube Nature égale Futur, que je vous recommande, on nous parle de la possibilité d'innover et de collaborer comme la nature. Nature égale futur. Innover et collaborer comme la nature. Depuis des milliards d'années, la nature s'organise en écosystèmes dont le but est d'optimiser la matière et l'énergie. Pour cela, le vivant a sélectionné des principes de relations entre espèces comme l'auto-organisation, la coopération, le partage de l'information et l'innovation génétique qui produisent de la richesse et de la diversité. Peut-on transposer ces fonctionnements équilibrés à nos sociétés humaines et en premier lieu au monde de l'entreprise ? Il n'y a pas de chef dans le vivant, au sens où il n'y a pas quelqu'un qui donne des règles du jeu. Pour une raison simple, c'est que les écosystèmes sont des systèmes qui sont auto-organisés. En fait, qu'est-ce qui fait qu'un écosystème fonctionne ? C'est juste parce que son évolution dans le temps a fait que les espèces entre elles se sont auto-régulées, ont trouvé leur place chacune. Bien sûr que la prédation existe dans la nature. En revanche, c'est plutôt la compétition qui n'existe pas de manière structurelle. La compétition, c'est ce qu'on appelle une relation moins-moins, c'est-à-dire que de toute façon, même s'il y a un gagnant à la fin, il aura dépensé tellement d'énergie que le solde sera négatif pour les deux. Toutes les règles de relation entre les espèces, elles sont basées sur cette question de l'énergie. Donc la coopération, c'est une manière d'économiser de l'énergie. Exemple qui est intéressant, assez amusant, dans la pollinisation. Voilà. C'est une relation entre un végétal et un animal qui vient polliniser. On parle plutôt de coopération. La symbiose, c'est une relation mutualiste, c'est-à-dire que c'est un bénéfice réciproque, mais qui devient nécessaire. C'est des relations entre un acacia et une fourmi rouge en Afrique. L'acacia nourrit la fourmi et la protège. Et à l'inverse, la fourmi va protéger l'acacia contre ses prédateurs. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a n'importe quel animal qui se rapproche de l'acacia, la fourmi va envoyer un jet d'acide qui fait que le prédateur s'en ira. Le partage de l'information, c'est primordial dans le vivant pour une raison assez simple. C'est uniquement l'information qui peut permettre d'économiser de l'énergie, d'économiser du risque. Dans un écosystème, l'information, elle se fait entre deux individus. Et plus un écosystème est évolué, plus il est complexe, plus il y a d'individus, plus les flux d'informations vont être extrêmement partagés d'individu à individu. L'innovation est très importante dans la nature, d'abord parce que c'est grâce à la diversité que la vie peut perdurer. Plus il y a une diversité dans le vivant, plus il y a eu de l'innovation à un moment, et plus il y a de chances qu'il y ait des espèces à l'instant T qui soient adaptées. Et puis sur le très long terme, c'est la mutation génétique. Et là évidemment, c'est une bibliothèque extrêmement riche, puisque ce qu'a fait le vivant, ça n'a été que ça, innover en s'adaptant.
Dans un monde en mutation permanente, confronté à des enjeux fondamentaux et durables, des relations qui ne reposent que sur la pression ou la compétition ne sont plus adaptées au changement. C'est pourquoi ces principes issus du vivant inspirent aujourd'hui de nouvelles approches et de nouvelles organisations au sein des entreprises pour le plus grand bénéfice de tous ces acteurs. Le biomimétisme intéresse de nombreux acteurs, qu'il s'agisse d'universités, d'entreprises ou de collectivités. Bien que connu depuis longtemps, on l'a vu avec Léonard de Vinci, on peut se demander, à juste titre, pourquoi le biomimétisme est au cœur des débats des chercheurs, des ingénieurs et des grandes entreprises. Cela est dû notamment à nos progrès réalisés dans la compréhension des stratégies du vivant grâce à l'accroissement de nos connaissances biologiques. Elles-mêmes ont été rendues possibles grâce aux progrès techniques. Le problème, c'est que ce progrès technique est vorace en ressources. Ces mêmes ressources dont nous disposons de moins en moins, alors que l'on commence seulement à en comprendre la vraie valeur. Face à de nouveaux défis engendrés par nos activités, nous devons innover autrement. Et c'est là que le biomimétisme peut nous aider à devenir collectivement responsables. Vous l'avez compris, le biomimétisme, c'est le but à atteindre. Il n'existe aujourd'hui pas beaucoup de systèmes complètement biomimétiques. Pour en trouver, il faut aller du côté des activités où l'homme est au plus proche de la nature. Je vous présente dans la vidéo suivante un exemple de biomimétisme réussi. Une agriculture naturelle. Depuis des centaines de millions d'années, la nature s'est cultivée de façon harmonieuse. Pourtant, l'homme a choisi d'exploiter cette nature en y appliquant des méthodes d'agriculture intensive et en modifiant profondément son paysage. Ici, dans ce paysage préservé, on peut observer des haies qui protègent du vent, des associations entre bonnes et soi-disant mauvaises herbes, une terre qui est la moins compacte possible, des buttes sur lesquelles poussent toutes sortes de fleurs. Cela semble désordonné, mais ces écosystèmes sont en vérité parfaitement organisés afin de permettre à la Terre de produire en abondance. En prenant ainsi mieux soin de la Terre, est-il possible de développer une nouvelle forme d'agriculture viable et durable ? Au Bec et Loing, nous nous inspirons d'une approche contemporaine qui s'appelle la permaculture. Elle est née en Australie dans les années 70. Et l'idée est simplissime, un enfant peut la comprendre, c'est s'inspirer de la nature, s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour créer des installations humaines de tous ordres, fermes, jardins, villes, entreprises, qui fonctionnent autant que faire se peut comme des écosystèmes, c'est-à-dire en boucle, sans générer de déchets, avec un maximum de productivité. L'étymologie de permaculture veut dire culture permanente. Donc il y a cette idée de chercher à habiter durablement la planète. Voilà une aquarelle qui représente nos jardins. Donc là, on est là, au cœur du jardin Mandala. La rivière, les serres, le jardin au bord de la rivière, le jardin qu'on appelle des pommiers. On voit qu'il y a des arbres fruitiers vraiment partout. Et puis tout cet ensemble créé autour des mares, des deux îles jardins qui sont là, avec la forêt jardin qui est en fer à cheval du côté des vents dominants, donc elle protège les îles. Dans la nature, les zones d'échange entre deux milieux naturels sont toujours les plus productives. C'est une forme de métissage, comme dans nos sociétés, le métissage est bénéfique. Et l'interface terreau, elle est généralement extrêmement productive. Les mares apportent beaucoup au jardin. Les roseaux qui poussent très vite, la vase qui s'y dépose sont des sources de fertilité. Les mares jouent également un rôle dans l'établissement d'un microclimat favorable aux légumes parce qu'elles jouent un rôle de régulateur thermique. La permaculture cherche à recréer les échanges et les connexions invisibles qui existent entre les différents éléments d'un système, tout comme dans la nature. Ces éléments ne sont donc pas positionnés au hasard et chacun remplit plusieurs fonctions. La permaculture, c'est aussi l'art de prendre soin de la terre pour la rendre plus cultivable. Dans la nature, le sol n'est pas travaillé par des charrues.
Donc nous, comme on cherche à imiter la nature, on cultive sur des buttes permanentes. L'idée, c'est très simple, c'est qu'on fait un amoncellement de bonnes terres arables qu'on peut enrichir avec du compost, éventuellement avec des branches ou un tronc d'arbre au milieu de la butte. La ferme est implantée dans un endroit qui n'était pas du tout propice au maraîchage. Il y a des archéologues qui nous ont dit que ces fonds de vallée n'ont jamais été cultivés parce qu'il n'y a pas de sol et parce que la petite couche de terre arable est très mauvaise. On a vraiment pour objectif constant de créer du sol. Et comme on travaille sur des toutes petites surfaces, on peut créer du sol. Et on utilise toutes les biomasses qui sont à disposition, les feuilles mortes, les fougères, les orties, le fumier de nos animaux, on a des toilettes sèches, les déchets des cultures, etc. Rien n'est gaspillé. Et on arrive petit à petit à créer un sol de plus en plus profond, de plus en plus fertile. Donc c'est un système qui est plus naturel et beaucoup plus productif. Ici, on a une biodiversité cultivée énorme, parce qu'on cultive à peu près 1000 végétaux. On a 500 variétés d'arbres fruitiers, par exemple. On a à peu près 300 variétés de légumes, avec beaucoup de variétés anciennes, des variétés modernes. On mène depuis 2011 une étude en partenariat avec AgroParisTech et l'INRA sur les rendements, sur la performance économique de cette forme de maraîchage complètement manuel, inspirée de la permaculture. Les résultats sont complètement surprenants. On produit autant de légumes à l'heure, en faisant tout à la main, que nos confrères avec un tracteur. Mais sur une surface qui est 10 à 12 fois moins grande. Nous, on cherche juste à favoriser ces mécanismes de la vie, à faire en sorte que la vie des graines, la vie du sol, la vie des végétaux et des animaux puisse s'épanouir, qu'elle ait les meilleures conditions possibles. Donc on est des serviteurs de la vie, on prend soin de la terre et en retour la terre prend soin de nous. Dans un monde où l'alimentation est l'un des enjeux majeurs, la permaculture représente un formidable espoir pour pouvoir nourrir demain l'humanité, car elle permet de recréer des terres arables et surtout d'aménager de nombreuses zones de culture sur des petites surfaces en milieu urbain. Puisque c'est l'éthique qui nous réunit, je finirai sur le sujet d'une éthique du biomimétisme, qui est en réflexion parmi les acteurs engagés du secteur. Autour de l'entreprise Picaya, ces acteurs ont signé lors de la Biomimexpo 2019 une tribune intitulée « Pour un biomimétisme au service de la vie ». L'idée est de ne pas réduire le biomimétisme à la seule bioinspiration et de réussir à adopter les principes du vivant dans toutes nos activités. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je remercie le Lions Club International et la commission éthique et prospective pour cette invitation.